Dany Singoma est avec nous, l'invité de ce soir. Monsieur Singoma, bonsoir. Bonsoir. Ancien coordonnateur du cadre de concertation de la société civile. Maintenant, vous êtes à la tête d'une autre structure. Comment la dénommons-t-elle? Bon, je suis impulsateur de plusieurs dynamiques de la société civile. Donc, oui. D'abord, je suis secrétaire exécutif du réseau PRODES, c'est le réseau de la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux. Je suis aussi président de la maison de la laïcité de Kinshasa et je suis aussi initiateur de CERDISO, qui est le centre de ressources et de dynamisation de la société civile. Donc ce sont les plus grands ensembles auxquels nous contribuons, mais à part ça, aussi il y a le Forum social congolais dont nous coordonnons. La société civile plurielle, avec plusieurs structures, d'autres sont très efficaces, on le sent sur le terrain. Le pape François, séjournant en RDC, il a été très bien accueilli. Jusque-là, aucun incident. Les Congo restent un grand pays. Est-ce que c'est votre regard depuis l'arrivée hier, l'accueil au palais de la nation par le chef de l'État et également la salutation par les chefs des institutions et son discours historique, avant la messe d'aujourd'hui, on y reviendra, votre commentaire personnel à l'occasion de cette visite historique. Le pape ne va pas dans tous les pays quand même, il faut le dire. Ok, bon, il serait peut-être pour les uns paradoxal que ce soit moi qui essaye de commenter la visite du pape, un chef religieux. Moi, je suis président de la maison de la laïcité de Kinshasa. Donc, il est aussi à la tête d'un petit État. En tant que chef d'État du Vatican, donc je me mets dans cette dimension d'un chef d'État qui a été reçu par un autre chef d'État et qui a convié la société civile à les rencontrer et tout ça. Donc nous étions là hier face à lui. Donc pour nous, je pense que c'est une bonne chose qu'une personnalité aussi importante que le pape visite la RDC, parce que dès qu'il met ses pieds en RDC ou dès que le pape annonce qu'il va en RDC, tous les projecteurs du monde sont braqués sur la RDC parce que c'est une actualité mondiale. Donc le grand focus des grands médias du monde auquel il venait de faire des observations importantes tout à l'heure dans un direct sur les médias publics. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être à l'annonciature, à l'annonciature apostolique. Il a donc démontré que ce qui se passe au Congo, les crimes, les génocides, les médias l'ont ignoré sciemment. Oui, c'est une politique internationale. Donc les médias souvent obéissent, les médias que nous consommons beaucoup plus obéissent à des lignes de conduite des pays dont ils dépendent. Donc moi je pense que l'arrivée du pape est une bonne chose. Il libère les médias parce que par sa parole, on sent que le monde entier a braqué ses projecteurs et peut relayer facilement l'information du Congo. Mais ce que nous aimons, moi personnellement j'ai apprécié, c'est le fait que personnellement, par la maison de la laïcité de Kinshasa, nous avons adressé une lettre ouverte au pape François et à notre grande surprise, il répétait presque tout ce qui était dans cette lettre ouverte, excepté un seul point. Oui, qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Bon, dans cette lettre ouverte, donc nous interpellons le pape pour lui dire que par sa grandeur et sa présence ici au Congo, qu'il essaie d'influencer au maximum le retour de la paix au Congo, notamment en s'appuyant sur les efforts du gouvernement, mais aussi des ensembles comme l'Union africaine. Aussi, nous avons demandé qu'il puisse jouer de tout son poids pour que le Rwanda puisse effectivement cesser ses aventures bellicistes au Congo, mais aussi appeler le Rwanda à un dialogue interne avec tous les Rwandais de tous bords.
Mais il y a un autre point qui était plus important, mais ça c'est, bon, je ne sais pas comment il va le prendre, c'est surtout si l'enseignement au Congo, parce que les écoles conventionnées catholiques sont des écoles publiques avant tout, et il faut que ces écoles qui sont tenues par les catholiques respectent certaines choses, notamment ces discours qui est de dire que les enseignants des écoles conventionnées catholiques ne doivent être que des catholiques. Pour nous, c'est une discrimination qui enfreint même les codes de travail congolais, en ce qu'il crée une discrimination pour l'accès au travail. Donc, il faut que l'enseignement soit ouvert. Le pape l'a répété, qu'il veut que l'enseignement soit accessible à tout le monde, mais il ne faut pas bloquer l'enseignement par le fait que les enseignants ne doivent être que des catholiques. Et aussi, nous venons de terminer une convention laïque de Kinshasa à travers lesquelles l'ensemble des participants appellent à une réforme sérieuse de l'enseignement au Congo et notamment des programmes scolaires. Donc ça, c'était notre débat. Mais pour ce qui concerne le pape, je pense que les points qui étaient inscrits à dans notre lettre ouverte ont rencontré les discours du pape qui étaient très poignants, et il est parti même au-delà de ces discours, parce que ce que nous avons aimé aussi est qu'il a reconnu le pouvoir de la société civile et le rôle de résistance et les droits à la résistance de la société civile. Il a reconnu le travail de la société civile dans la lutte contre la corruption, le travail de la société civile pour l'accès à l'enseignement, le travail de la société civile pour effectivement à ce que la vie digne puisse être respectée au Congo. Donc je pense que vraiment, quelque part, nous il a eu effectivement le temps de lire votre mémorandum. Nous ne savons pas s'il a eu le temps de lire. Oui, mais vous sentez qu'il a ramassé pratiquement vos préoccupations. Effectivement, oui. Et en ça, nous sommes contents. Et moi, en tant que laïc, effectivement, je pense que tout ce qui s'est passé hier me concerne beaucoup plus, parce que c'était une cérémonie purement républicaine, et on n'a pas vu l'introduction de la religion ou des tendances religieuses. Oui, on laisse la religion aux religieux, ouais. Pour ne pas faire l'amalgame. C'est extrêmement important. Il faudra que chacun fasse son travail et qu'on reconnaisse à chacun son job description. Alors, nous voulons bien nous apaisantir sur la rencontre d'hier au Palais de la Nation, l'accueil officiel marqué par 2 propos, 2 discours, 2 messages. Le tout premier, c'est lui de l'hôte de marque, donc l'autorité des lieux, le président de la République. Le second, c'est lui du souverain pontife lui-même. Mais on nous fait signe qu'au Rwanda, tout a été fait pour que tous ces messages n'arrivent pas, parce que le président Tshisekedi a pointé du doigt le Rwanda et d'autres voisins. Le pape a lancé un message clair à tous ceux qui font la guerre à la RDC. Mais de l'autre côté, tous les médias, on nous apprend, si cela est vrai, que ces médias ont été offline, et beaucoup de Rwandais qui sont des catholiques n'ont pas eu la chance de suivre le message du pape à partir de Kinshasa. Une parenthèse, il faut vraiment le vérifier, nous le disons avec les réserves du monde. Dani Singoma, nous prenons un extrait du message du souverain pontife. Chers amis, les diamants sont généralement rares. Eh bien ici, ils abondent. Si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sous la terre, cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. Et c'est précisément à partir des cœurs que la paix et le développement sont possibles, car avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice, sont capables de pardon, de concorde, de réconciliation, d'engagement et de persévérance pour mettre à profit les talents reçus. Dès le début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. Il y a
C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Alors, Dani, votre commentaire, d'ailleurs, vous avez été là, vous, société civile, ce message poignant, quel est votre commentaire? Le message du pape me rappelle beaucoup de choses. Je ne le vois pas vraiment comme pape, hein, comme je l'ai dit. Je le vois d'abord comme un latino-américain. C'est un Argentin. Ses discours me rappellent les Vénézuéliens Chavez. C'est la même chose. Hugo Chavez. C'est vraiment les discours de Hugo Chavez. Vous savez, en Amérique latine, au Brésil, en Argentine et partout, il y a ce qu'on appelle la théologie de la libération. Oui. C'est que ce n'est pas simplement une religion comme toutes les autres, mais la religion a contribué à émanciper les peuples et à l'amener effectivement à une libération. Et c'est ça les discours. Et on sent cette liberté donc en Amérique latine, ouais. À Caracas. Vous avez vu comment Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez, a tenu tête à Trump et à toute la ruse américaine pour pouvoir... avec un président fabriqué qui a même participé à des grandes réunions à Washington, à New York, mais Maduro est aux affaires. Trump est parti, il a laissé. La force de la parole en Amérique du Sud, c'est quelque chose. Et moi, je vous ai dit que je suis un artisan du Forum social congolais, qui est un mouvement altermondialiste dont le berceau se trouve en Amérique latine, au Brésil. Donc là, nous nous retrouvons dans ce discours qui appelle les peuples à s'approprier ses ressources, qui appelle les peuples à ne pas baisser les bras, à ne pas aller dans la résignation, mais à se battre afin de reconquérir son indépendance et sa liberté. Il a parlé du néocolonialisme, il a parlé de la prédation, il a parlé un peu la critique, il a fait un peu la critique du capitalisme sauvage qui nous avilit. Donc ça, moi, j'ai rencontré, je me suis retrouvé dans ce discours qui est un discours poignant, un discours progressiste même, parce que le pape se révèle effectivement comme un progressiste, il n'est pas conservateur et tout autre, donc sa nature argentine lui permet quand même de prononcer de tels discours. Donc en même temps, il nous appelle à nous approprier notre combat pour la libération, c'est que la libération n'est pas un fait qui viendra de l'extérieur. Mais il a bien dit, parce qu'il dit, cette force spirituelle qui doit exister à nous, c'est dans le cœur qui doit partir cette révolution pour nous libérer, mais il faut que cette révolution soit une révolution de responsabilité, qui permet de mettre fin à la haine et à ne pas s'aimer entre les peuples. Donc il a joué sur plusieurs fronts en même temps, c'est qu'en même temps il nous appelle à la résistance, à nous approprier nos ressources et tout ça, mais à éviter d'être, disons, dans une sorte de haine permanente avec nos frères de l'autre côté. Et le président de la République l'a bien dit. Le frère d'où? Le frère du Rwanda, du Burundi d'ailleurs. Le président de la République a dit, notre problème, ce n'est pas les Rwandais, notre problème, ce n'est pas les peuples d'Afrique, mais c'est les dirigeants qui sont de l'autre côté, qui ne permettent pas qu'il y ait une bonne relation entre les peuples. Des marionnettes au service de l'Occident. Ils ont leurs ambitions. Même pas non, qui n'ont aucune dignité africaine. Oui, ils ont des ambitions expansionnistes, bellicistes, de domination. Et ça, le président de la République l'a répété. Ce que j'ai aimé dans les discours du président de la République, c'est qu'il est resté constant. Ce qu'il a dit depuis les Nations Unies, accusateur de Kagame, il n'a pas changé. Il n'a pas changé cette ligne devant les corps diplomatiques la veille de la rencontre avec le pape. Il a répété presque les mêmes mots. Donc il est resté dans cette ligne. Simplement, il faut que c'est l'approche de Tshisekedi, Dani Singoma? Ça, nous sommes dans un volet purement diplomatique. L'approche Tshisekedi, est-ce qu'elle n'est pas maintenant un piège, un véritable bourbier pour Kagame Museveni? Parce que maintenant, pendant ce temps, on a 4
80 médias ici, 80 professionnels des médias venus au Congo accompagner les souverains pontifs. Et pendant ce temps, les grands médias du monde, que ce soit dans la presse écrite, l'audiovisuel, le numérique, tous ces médias ont fait leur focus sur le Congo avec tous ces discours qui passent en direct sur les médias du Vatican et ailleurs. Est-ce que Kagame et Museveni, Kagame principalement, ne va pas paraître vilain, vampire, Hitler aux yeux du monde? Oui, bon, c'est son problème. Il est tombé dans son propre piège. Je pense que pour une première fois, Kagame est vraiment démystifié par rapport à ce qu'il fait. On lui donnait une certaine... Il était un peu myste. Il y avait toute une sorte de mythe autour de bonne gouvernance, un grand dirigeant, oui, au-delà de tout ça, il y avait aussi le mythe de l'invincibilité et tout ça de l'homme. Donc il paraissait comme un petit dieu sur terre. Mais aujourd'hui, on le sent vulnérable. On sent que si on l'attaque en profondeur, nous allons aller. Mais le secret de tout ça, c'est l'unité. On a vu que les Congolais, presque tous les Congolais, soit les uns ne parlaient pas du tout, mais personne n'a contredit la ligne générale qui veut en ce que nous soyons unis derrière cette cause nationale. C'est la première fois vraiment qu'on sente que les Congolais sont tous unis derrière une cause. Et c'est ça notre force. Maintenant, les approches diffèrent. Parce que pour les uns, il faut nécessairement mettre fin à ces mythes rwandais par la guerre, l'affronter et les vaincre. Pour les autres, il faut passer par une sorte de dialogue qui permette aux Africains de se comprendre, de régler les problèmes et de trouver une solution plus durable. Chacun a son approche, mais au moins nous savons que les Congolais sont tous unis derrière une seule cause. Et aujourd'hui, l'arrivée du pape permet encore d'amplifier cela. Mais simplement, la difficulté se trouve dans le fait qu'il ne faut pas que les gouvernements dorment sur ces lauriers pour dire nous avons tout eu, mais il y a toute une stratégie nationale de mettre tout le monde dans les trains. Il ne faut pas que ça soit simplement l'affaire du gouvernement ou de ceci, mais que ça soit l'affaire de tout le monde, qu'on sente une affaire nationale. Même la société civile, nous avons notre diplomatie et la société civile que nous faisons, mais nous ne sommes pas accompagnés dans cette diplomatie. Nous allons aux Nations Unies, nous avons par-ci par-là, mais nous ne sentons pas un accompagnement direct. Quand vous y allez vous-même, vous ne nous faites même pas signe, vous ne parlez même pas de la thématique, de la réunion à laquelle vous êtes invité. Vous y allez et quand on appelle Monsieur Singoma, nous avons une thématique, est-ce que vous pouvez accepter d'être notre invité? Oui, merci cher frère Fabien, je suis à Washington, je suis à New York, je suis à Addis Abeba. Bon, mais si vous demandiez qu'on vous accompagne, eh ben, on peut vous accompagner numériquement et accompagner votre discours auprès des décideurs du monde. Par rapport à ça. Moi, je ne parle pas de vous en tant que privé. Non, nos médias. Oui. Non, moi, je n'incrimine pas les médias. Les médias nous accompagnent. Ce que vous faites, vous nous accompagnez, vous nous donnez de la visibilité et tout. Mais moi, je parle des plans structurels. C'est le gouvernement qui doit nous accompagner, qui doit aussi nous donner cette force de faire cette diplomatie. Vous sentez qu'avant d'aller peut-être à New York, je dois chercher mon billet. Parfois, c'est moi-même qui les paye. Et tout ça, je dois aller me poumonner pour parler du Congo. Et je suis seul. Les officiels mettent dans leur suite des cousins, des cousines. Non, mais ça vient de moi. Je ne vais pas polémiquer sur ça. Des amis qui vont faire des selfies à New York et Washington, et ils sont moins efficaces, et ils rentrent ici en nous montrant seulement qu'ils étaient en festa. Je vais vous donner l'exemple. C'est ici au mois de décembre. Il y avait des grands débats sur le Congo au niveau des Nations Unies. C'est au moment où on a même parlé de la prolongation du mandat de la MONUSCO, de tout ça. Mais il n'y avait personne. Tout le monde était à Washington dans les sommets des leaders avec le président Joe Biden. Et ici, on n'a pas senti... Les sommets étaient à New York. À New York, aux Nations Unies, on débattait des problèmes du Congo. Mais il n'y avait pas, il y avait quelques 2 ou 3 personnes de la société civile qui étaient là pour essayer de faire monter la voix. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Quand ils ne sont pas soutenus par le gouvernement, ils n'ont pas de moyens de mobiliser la presse, de mobiliser la foule et tout ça, c'est les dossiers du Congo. Malheureusement, ceux qui ont les passeports des services diplomatiques, et quand ils partent, c'est pour dormir à Manhattan, se faire des selfies et puis rentrer. On sent qu'il ne faut même pas le travail pour lequel l'État a payé les frais d'émission. C'est une parenthèse. Mais qu'à cela ne tienne. Il faut dire comme le pape argentin le dit, il faut dire les choses clairement pour que ça change.
Et si on commence à flatter les gens, quand est-ce que les choses vont changer? C'est ça. Donc il faut que vraiment cet accompagnement, et le gouvernement doit être content, je l'ai répété à plusieurs reprises, quand il sent qu'ils sont tentés de conjuguer avec la société civile sur une même longueur d'onde. Je pense que le gouvernement doit tirer les conséquences de cela. Parce qu'il y a des moments où nous sommes en confrontation, nous sommes presque en affrontement comme ça, ce n'est pas bien, mais parce que nous, notre rôle, c'est de dénoncer ce qui ne marche pas, d'appuyer ce qui marche, de soutenir ce qui peut marcher, mais nous sommes du côté des plus faibles, du côté de la population. Et la question de la paix nous intéresse tous au plus haut point, et nous revendiquons que le Congo puisse réellement retrouver sa paix, mais il faut que nous soyons accompagnés et à travers plusieurs autres mécanismes sur lesquels nous sommes. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents, comme vous dites, les projecteurs sont braqués sur le Congo, la presse du monde entier est là, qui est obligée cette fois-ci de traiter et de relayer justement ce message, et le pape le dit, ils ont ignoré ces médias du monde. Mais le traitement de l'information se fera de quelque manière que ce soit, parce que chacun voudra mettre sa ligne éditoriale en avant, mais au moins, dans les directs, le message est passé. Maintenant, c'est à nous de saisir. Le problème aussi, c'est que nous allons nous contenter d'un fait. Ici, c'est de la sensation. Mais après, il faut maintenant saisir et cela, faire un suivi durable, accompagner cela et ne pas baisser les bras. Mais si nous nous contentons à dormir, à applaudir que le pape était chez nous, et il a bien parlé, il a condamné celui-ci, il a appelé celui-ci, et que le problème du Congo est bien connu, je pense que nous allons perdre le temps. Maintenant, je voulais rebondir pour vous demander justement qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre de ces suivis de l'action du pape. Il faut qu'on dise la vérité. Ce pape a pris position. Oui, et son message est trop fort. Alors, maintenant, comment nous allons faire les suivis, nous, Congolais, parce que ce sont des moments qui arrivent rarement. Bon, la suivi, c'est d'abord renforcer la cohésion. Le pape l'a dit, il y a des recettes qui ne peuvent pas changer. Aujourd'hui, nous sommes dans ces faits, nous sommes unis derrière une seule cause, mais nous sommes dans une période électorale. Et la période électorale, que ce soit l'archevêque de Kinshasa que j'ai suivi aussi, disons le cardinal, je pense qu'il a dit quelque chose, bon moi je ne connais pas tous les titres, mais il a dit quelque chose pour dire que nous sommes dans la période électorale et pendant cette période, c'est une période qui peut amener des conflits, des incompréhensions. Je pense que nous le savons. Nous travaillons sur cela, que ce soit au niveau de la préparation de la CENI des élections avec la CENI, que ce soit dans tous les autres mécanismes. Nous sommes en train de prévenir les conflits et de savoir que la période électorale peut nous amener des problèmes. Il y a déjà des germes de conflits qui peuvent arriver et il faut travailler pour que... Et tout partira du fait de l'inclusivité dans ce processus électoral. C'est la CENI qui doit en principe mettre toutes les forces en présence, en confiance. Tous les acteurs de ce processus sont en confiance. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit pour vous demander, justement, la société civile, y compris l'Église, parce que vous êtes également la société civile, l'Église, comment l'Église va nous éviter ce qu'elle nous a toujours créé, parce qu'elle a souvent aussi ces vérités des urnes, elle a toujours pris position en faveur de tel ou tel. Comment l'Église va-t-elle nous éviter ça? C'est bien beau les discours sur la place publique, en dolo, et discours de moralisation. Oui, bon, moi d'abord, c'est ça le problème. Bon, l'Église doit être un partenaire de confiance et nous devons continuer comme nous le sommes. Mais il arrive des moments où, au niveau de la société civile, l'Église se démarque du reste de la société civile et prend sa position en tant que des pères spirituels et autre chose. Nous le concédons cela, mais nous sommes dans un État laïque où le président de la République lui-même l'a rappelé hier que notre constitution consacre la laïcité de l'État. Et je pense que cette laïcité doit se vivre à plusieurs dimensions. Du fait que tous étant des organisations de la société civile, l'Église participe aux élections à travers la CENCO qui est une organisation. Et cette organisation est considérée comme une organisation de la société civile avec plusieurs, il y a la commission justice et paix et autre chose. Il faudrait que nous nous mettions tous au même diapason, au même niveau en tant qu'acteurs de la société civile et puissions nous compléter. Mais quand les uns dominent les autres, ça c'est pas bien. Maintenant ici, bon, on peut parler de la vérité des îles et tout ça. Ils ont raison peut-être en tant que sentinelles d'attirer l'attention des gens sur les dérapages qui peuvent exister, mais il faut que nous soyons dans une confiance mutuelle qui nous permet tous d'aller et de ne pas croire simplement que c'est la parole
parole des religieux qui est plus importante que la parole du reste de la société civile. Tous, nous sommes de la société civile. Ici, le grand problème... Ça, c'est le discours. Oui, mais la théorie. Oui. Mais M. Singoma, s'il vous plaît, le problème, c'est l'argent. S'il vous plaît, vous savez que l'Église, la crise n'est pas seulement au niveau des États. Ouais. L'Église aussi frappe l'Église. Oui, mais c'est ce qui à partir du Vatican. Oui. Alors, cette crise fait en sorte que les églises africaines, particulièrement celle du Congo, résistent avec beaucoup de violence morale face aux appâts des politiques. Et même des partenaires extérieurs comme l'Union européenne. Vous connaissez de quoi je parle. Bon, je ne vais pas faire un procès d'intention contre l'Église. On n'est pas dans le procès, on réfléchit à autre chose. Oui, mais je sais que, comme je l'ai dit, les organisations de l'Église qui sont partie prenante au procès électoral cherchent aussi les moyens pour pouvoir faire leur travail. Et il s'est fait que nous sommes en compétition sur les moyens. Nous sommes en compétition auprès des mêmes bailleurs qui donnent les fonds ou auprès de la CENI aussi qui doit donner des moyens. Donc, déjà en étant en compétition, ça fait un problème. Maintenant, à ce moment-là, parfois l'Église est privilégiée par sa position, par ceci, et que les restes d'organisations de la société civile n'accèdent pas aux mêmes sources de financement que celles dont les organisations des églises, c'est pas seulement l'Église catholique et les autres églises, disons, des autres religions. Mais nous, maintenant, ce que nous sommes en train de faire et de vouloir, c'est qu'il y ait une synergie d'action entre toutes les forces qui participent à la préparation et au suivi du processus électoral, afin que nous ayons un même discours. Souvent, ça arrive que nous commençons ensemble, mais au milieu du processus, nous puissions nous séparer. Mais ici, le but vraiment, la CENI a créé un cadre de concertation avec la société civile, mais il existe aussi un cadre de concertation avec les confessions religieuses. C'est ce qui nous pose toujours des problèmes. Si on ramenait les confessions religieuses comme société civile au même point... Partie prenante au sein de la société civile. Partie prenante de la société civile et nous soyons ensemble. Mais quand on commence à donner des hiérarchies dans la société civile pour dire oui, les confessions religieuses sont supérieures à la société civile, ils doivent occuper une place de choix, je pense que c'est là où nous sommes en train de nous tromper. Et nous, en tant que défenseurs de la laïcité, nous nous opposons à cette façon de voir les choses parce qu'aucune organisation, tous nous avons eu les mêmes documents, les mêmes F90, la même personnalité juridique. Il ne peut pas y avoir une organisation qui soit plus importante que les autres s'il est fait de fonctionner. Mais quand on amène la considération spirituelle au-dessus, à ce moment-là, ça crée maintenant des différences parce qu'on a plus de révérence vers les religieux, ce que nous ne refusons pas. Mais nous croyons qu'au niveau des organisations de la société civile, nous devons être tous traités de la même façon et conquérir tous à ce qui est des bonnes élections. Vous avez compris donc, justement que les encadreurs spirituels ont plus de privilèges que vous, les autres composants de la société civile, ce que vous appelez père spirituel. Un seul père spirituel, c'est le Père Céleste, et les autres sont des encadreurs. Alors, disons-nous quand même la vérité. Le pape François, c'est visiteur de marque. C'est une autorité et politique et religieuse. Est-ce que, au nom de cette réconciliation, c'est le moment de laver le linge sale sur la place publique entre nous Congolais? Bon, ça le message est profond. Je pense que les autorités religieuses devaient nous expliquer cela, parce que sa visite est placée sous le signe de tous réconciliés en Christ. Ça veut dire quoi? Est-ce que les Congolais sont tellement divisés que la visite du pape les réconcilie entre eux? Je ne sais pas. Donc moi, je ne saurais pas entrer dans cette considération, mais on devait plus nous expliquer. La communication devait passer pour savoir effectivement qu'est-ce que ça veut dire tous réconciliés en Christ. Donc, est-ce que c'est une réconciliation politique? Est-ce que c'est une réconciliation entre les tribus, les ethnies qui ne se comprennent pas? Est-ce que c'est une réconciliation entre les organisations qui ne se comprennent pas? À ce niveau-là, nous sommes restés dans un flou artistique que nous ne comprenons pas. Mais je pense que déjà se retrouver tous dans un stade comme ils l'ont fait, plusieurs personnalités étaient là, c'est un signe de rapprochement. C'est l'espace de la repas national. Alors je ne sais pas dire si c'est là l'effet de se retrouver ensemble qui scelle la réconciliation, parce qu'on ne peut pas dire que dans un pays l'opposition et le pouvoir puissent se réconcilier, sinon il n'y aura pas d'opposition. Chacun doit jouer son rôle.
Mais il faut que c'est la rivalité qui doit cesser et tout ça. Bon, maintenant, est-ce que les pères, les saints-pères, comme on l'appelle, a le pouvoir de décréter que les hommes puissent ouvrir leur cœur et se comprendre? Je ne pense pas, mais il peut, par sa force et sa force morale, il peut aider les gens à pouvoir se comprendre parce qu'il peut parler à l'oreille du chef de l'État, il peut parler à l'oreille des opposants parce que tous ont montré leur degré de spiritualité chrétienne et je pense qu'en cela, il a une certaine influence qu'il peut jouer sur les uns les autres. Mais on devait nous expliquer effectivement qu'est-ce que ça veut dire tous réconciliés en Christ. Son message fort, retirez vos mains de la RDC. Oui, ça c'est vraiment fort. Il s'adresse principalement à des gens et à des forces bien connues, politiques et financières. Nous ne voulons pas ici les répéter. Les messages... Un message pour réconforter le moral de ce peuple. Je pense que le message a été plus qui souffre depuis plus de bientôt 30 ans des conséquences d'un fameux génocide au Rwanda, où c'est un message directement envoyé par les médias aux bourreaux des Congolais ou aux commanditaires des massacres et pièges des richesses du Congo. Oui, il y a eu, comment je peux dire, croisement, convergence des messages à un certain moment, parce que j'ai entendu le président de la République parler des souffrances des populations qui est infligée à cause de ceci ou cela, mais il a parlé aussi des efforts qui sont faits pour résoudre les problèmes sociaux et tout ça. Mais j'ai entendu le pape hier insister sur la question sociale, insister sur le travail des enfants, insister sur cela. Vraiment, il a été vraiment très fort en martelant que le peuple doit vivre de ses richesses. Il a comparé le Congo au diamant, une figure extrêmement importante, et il a continué cela. Ben, quand il parle d'enlever la main sur le Congo, moi je pense qu'il ne parle pas nécessairement des Congolais, mais il parle de l'extérieur qui a fait du Congo sa proie et qui l'assujettit. Donc à ce moment-là, ce message était lancé beaucoup plus au monde extérieur, aux pays de la communauté internationale, aux entreprises multinationales qui font de la RDC leur proie. Mais pour ce qui est du Congo, il appelle effectivement le pouvoir, le gouvernement à pouvoir s'occuper de la population. Parce qu'il a dit, le pouvoir doit être un pouvoir de service. En tout cas, il a martelé cela. J'ai suivi aussi les cardinals par un passage à la télévision. J'ai vu dans les médias sociaux, c'est répété par plusieurs personnes. Le cardinal a insisté en disant maintenant au pape que le peuple souffre. Ici, le peuple souffre. Effectivement, personne n'ignore les conditions sociales dans lesquelles les Congolais sont en train de vivre, qui peut être dû à plusieurs facteurs, dont la guerre aussi, mais il y a toute la question de la gouvernance qui entre en ligne de compte, de la redistribution des ressources, de la participation de la population à la définition de ses priorités et à la participation aux efforts du gouvernement. Et je pense que tout ça, ça doit être conjugué ensemble. Et c'est ça qui peut être la réconciliation, du fait que les discours des évêques, les discours de la population, les discours de la société civile, les discours du chef de l'État puissent se croiser à un certain moment, mais que chacun puisse assumer sa responsabilité en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Parce que beaucoup de gens sont complices de plusieurs façons. Ceux qui ne payent pas leurs impôts sont complices. Ceux qui gèrent mal les impôts qui sont payés sont complices. Ceux qui dilapident les fonds de l'État sont complices. Ceux qui prennent toutes les ressources pour leur fonctionnement et laissent aux autres des miettes sont des complices. Donc ça veut dire qu'il y a une complicité globale peut-être qui n'est pas dite, mais il faut que cela puisse ressortir. Il faut que les efforts... Le pays est géré sur base des lois. Oui, le pays est géré sur base des lois. Nous avons des meilleurs textes, justement. Il faut qu'ils soient appliqués. Il faut qu'ils soient appliqués. Est-ce qu'il fallait attendre la visite d'un chef religieux, le pape François, pour pouvoir rappeler toutes ces choses, ou ça doit rester sous forme de prolégomène avec pour sous-bassement les textes des lois pour que la société fonctionne normalement? Est-ce qu'il fallait attendre quand même? Il y a des grands médias qui accompagnent le pape. Il y a des sujets qui peuvent être évoqués à cette occasion. Il y en a qui ne peuvent pas être évoqués. Pendant ce temps ici, quel est le message fort que vous envoyez au monde rapport à la situation du pays? C'est un conseiller qui détourne
dans un projet à côté, que la justice ne veut pas suivre ou traîne à poursuivre. Quel est le message que vous envoyez là-bas? Est-ce que vous n'êtes pas là en train de disperser les énergies et peut-être mettre les médias dans l'embarras de choix des thématiques caustiques et des messages poignants venant du Congo pour le Congo qui est souvent victime? Non, je pense qu'on doit faire la part des choses. Bon, le pape, parce que les projecteurs sont plus braqués, il a rappelé ce qu'il est à rappeler, mais je pense que les efforts, lui-même reconnaît les efforts locaux, notamment les efforts de la société civile qui sont en train d'être faits. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont toujours appelées. Il y a des efforts qui sont faits, mais qui n'arrivent peut-être pas à produire tous les effets escomptés. Donc, aujourd'hui, par exemple, tout le monde parle de l'IGF. C'est mieux connu, c'est devenu plus populaire que ça ne l'était, alors que l'IGF existe depuis longtemps. C'est un bon mécanisme, mais peut-être qu'il montre ses faiblesses à un certain moment. Mais quand même, nous avons cet instrument qui existe. Nous avons les CNRF, on a mis en place beaucoup d'instruments qui permettent de traquer les malfaiteurs financiers et tout, mais qui a des limites. Parce que l'IGF s'intéresse beaucoup plus aux entreprises publiques. Mais nous avons d'autres magouilles qui se passent dans les entreprises privées. Et à ce moment-là, il y a la part des choses, les conseillers qui bouffent dans un projet, mais qui est géré par les privés et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est une autre paire de manches, mais au moins, si la chose est révélée au grand jour, peut-être que ça nous donne encore plus de force d'agir, mais les mécanismes existent. Il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place, qui ont été développés. Déjà, le président Kabila lui-même, il avait lancé à l'époque les tolérances zéro contre la corruption et tout ça. Il a dit qu'il manque 15 hommes et tout ça. Le président Félix Tshisekedi est arrivé, il a même nommé des conseillers, il a créé une agence de lutte contre la corruption, il a réveillé l'IGF comme je l'ai dit, il a mis en place beaucoup ceci ou cela, mais nous sentons toujours qu'il y a des problèmes qui ne veulent pas se terminer parce qu'il y a l'intériorisation peut-être du mal dans l'homme congolais qu'il faut ressortir. Ce mal, c'est la dernière préoccupation, ce mal, c'est le message du pape qui va aider à l'extirper, ou c'est tout simplement l'éducation que l'homme a reçue dans sa famille qui va jouer? Bon, ici, l'avantage, comme le président de la République l'a dit hier, il a dit nous sommes dans un État laïque, consacré par la Constitution et tout ça, mais nous avons des traditions religieuses ancrées dans chacun de nous. Donc, il a dit ça. Ça veut dire que l'autorité religieuse joue très fort sur la conscience de certaines personnes. Et nous avons vu tout le monde se mettre là-bas, des ministres qui même chantaient et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont une certaine influence à recevoir des chefs religieux. Alors, à ce moment-là, le discours du pape leur est adressé en tant que fidèles, par exemple, de l'Église catholique. Il faut qu'ils comprennent le message de leur chef et qu'ils se mettent en œuvre pour aider le pays à pouvoir avancer. C'est ça l'avantage de cela. Mais quand nous rentrons dans l'État laïque selon la Constitution, le discours ne peut que nous aider par des personnes à l'extérieur, dans la sphère privée, où ils sont en train d'être enseignés, qu'ils intériorisent cela. Mais dans la sphère publique, ici, il faut que l'État, par ses moyens, prenne toute sa responsabilité pour pouvoir mettre fin à cela. Et comme je l'ai dit, les mécanismes existent, ils ont commencé à fonctionner, mais il y a encore des faiblesses qu'il faut essayer de renforcer ces mécanismes afin qu'ils soient les plus efficaces et aider effectivement à l'État de pouvoir remplir sa mission comme il s'est dit. Un message poignant avec des mots forts choisis par le pape François, surtout en faveur du Congo pendant cette guerre d'agression. Monsieur Singoma, devons-nous faire d'une pierre deux coups en mettant de l'ordre à l'interne et en même temps en cherchant à chasser les ennemis du Congo qui pillent et massacrent chez nous? Quelle est la priorité pendant ce temps? Peut-être ça pourrait aider dans les suivis du travail que le pape est en train de faire avant son départ, son retour justement, et surtout son départ pour le Sud-Soudan. Les tout, à la fois, il n'y a pas quelque chose qui est prioritaire par rapport à l'autre. Je pense que ça se complète. Parce que même si nous faisons tous les efforts à l'intérieur et que notre pays est attaqué, agressé et vaincu, tous les efforts se perdront. Et si nous attaquons à l'extérieur alors qu'il n'y a pas une résolution des problèmes internes, c'est que nous serons en train de bâtir sur le sable. Donc ici, on doit conjuguer les efforts en même temps
En même temps, à l'intérieur, on s'occupe du social, on s'occupe des règles, de la justice et tout ce qu'il faut pour mettre les gens en ordre. Et de l'autre côté, nous renforçons nos forces armées afin de pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. En même temps, nous savons que le pays ne vit pas en autarcie. Nous sommes dans une communauté internationale, dans une communauté de nations. C'est que nous devons privilégier les bonnes relations avec les autres pays qui nous entourent. Les pays comme le Rwanda qui ne veut pas cette relation, il faut l'amener à pouvoir rentrer dans les rangs. S'il faut l'attaquer, les battre, il faut les battre si nous avons les moyens. Si nous n'avons pas les moyens, il faut que les autres États puissent nous aider à faire rentrer ces régimes belliqueux dans les bons ordres. Et ainsi, il y aura une paix qui sera générale, non pas simplement pour le Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique et du monde. On a besoin des équilibres qui partent des pays au continent dans le monde. Aujourd'hui, le monde est en train de basculer dans des conflits, dans des crises et tout ça. Il ne faut pas que le Congo, qui est un très grand pays, soit les plus grands lieux où les retombées de ces crises viendront se faire sentir davantage. Denis Singoma, je vous remercie d'avoir accepté de venir et partager avec nous autour du message du pape François, le chef de l'Église catholique, justement venu réconforter le peuple, et surtout il a donc préféré la réconciliation en Christ. Oui, Christ, le modèle, oui, le modèle d'un leadership au service du peuple, loin justement de pouvoir coller la queue aux uns et la couper aux autres, angéliser les uns et condamner les autres. Nous disons, il y a encore temps de mieux faire. Merci à l'Église catholique et merci au pape pour cette visite qui continue jusqu'à vendredi, le jour de son départ, et nous sentons que le Congo reste Congo et l'accueil est à la hauteur. Aujourd'hui, il a pris langue avec les rescapés des guerres de l'Est de mon pays. C'était poignant. Nous croyons que c'est sincère. Aujourd'hui, la volonté de puissance et des églises de pouvoir faire changer les choses au Congo. Mais d'abord, nous sommes acteurs principaux. Bonsoir chez vous, le journal, et après, nous reviendrons avec vous.